accueillir ce soir pour la présentation de Chloé Fouillou, qui est venue nous parler de la vie sociale des Androbates. Il faut savoir que mademoiselle Fouillou nous vient tout droit de Finlande. C'est une doctorante en écologie évolutive du cannibalisme chez les têtards d'Androbates. Elle revient tout juste de la réserve des Nouragues, où elle a pu travailler justement dans la station des Nouragues qui est gérée par le CNRS, qui fait partie du coup de la réserve des Nouragues, elle-même gérée par l'ONF et le GEPOG. Notre association, la Canopée des Sciences, a la chance de travailler avec eux en partenariat justement pour la revalorisation de la réserve des Nouragues et la réhabilitation du camp à Rataille dans un projet qui s'appelle Coraci. Il faut savoir que mademoiselle Fouillou a participé ces 2 derniers mois à des prélèvements quotidiens sur le plateau des Androbates afin de pouvoir ce soir nous présenter ses travaux d'études. Si vous avez des questions à la fin, nous vous inviterons du coup à les poser. Et en attendant, du coup, bonsoir mademoiselle Fouillou. Vous m'entendez? Eh bien bonsoir. Ah non. Eh bien bonsoir. Eh bien bonsoir. Je m'appelle Chloé Fouillou et je viens de la Finlande. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler un peu de la vie sociale complètement inattendue des Androbates. Vous demandez peut-être que fait une étudiante de l'université de Jyväskylä qui étudie les grenouilles tropicaux près du cercle polaire, mais ça c'est une histoire qu'on ne va pas aborder ce soir. Nous allons aborder 3 autres histoires. Je vais prendre cette nuit dans 3 chapitres indépendants et j'espère qu'on va les aborder un peu comme famille. L'histoire qu'on va présenter ce soir va être une histoire de parenté, une histoire de pouvoir et une histoire que je crois qu'on connaît tous très très bien, une histoire de pathogène. Alors non, ce soir ça va pas être vraiment un talk de grenouilles, ça va être plutôt des histoires et des émotions que nous connaissions très très bien et que nous allons connaître avec ce personnage principal, notre grenouille d'Androbates, le Tinctorius. Alors peut-être que vous avez déjà vu cette petite grenouille, ils sont connus pour leurs motifs variés et leur couleur très vive, leur couleur jaune. Et cette couleur jaune est un signal apothématique pour dire aux prédateurs qu'ils sont poisonneux, ils ont des toxiques, ils sont toxiques, ils ont des toxins. Et alors c'est peut-être par ceci que vous les connaissiez. Vous les avez même peut-être vus à Cayenne ou autour dans les forêts. Ils sont repartis tous sur la partie est des plateaux des Guyanes, c'est-à-dire la Guyane, c'est-à-dire le Suriname, c'est-à-dire le Guyane et bien le Brésil. Mais on les trouve même ici à Cayenne, dans votre propre espace. En effet, il y a beaucoup de phénotypes de cette espèce. Vous pouvez voir la plus grande qui est vraiment la forme nominale, celui qu'on connaît le mieux. Mais vraiment, ça change beaucoup de taille et de couleur principale. Ça peut changer de bleu à blanc, à orange, même à jaune. Et ce qu'il y a de vraiment impressionnant de ces petites bêtes, c'est qu'on peut les distinguer sur l'échelle individuelle. C'est-à-dire leur motif dorsal, on l'utilise pour savoir qui est qui quand on les étudie. Mais de plus de ça, on peut voir quelle population et quelle population repartir sur ce pays de Guyane, parce qu'il y a les blancs qui sont à l'est, il y a les bleus à l'est, on sait du coup même l'individu et les populations. Mais les poisons, les jolies grenouilles, je ne suis pas ici ce soir pour vous raconter des histoires que vous connaissez déjà. Je suis ici pour vous raconter la vie sociale fabuleuse et complètement inattendue des adultes. Mais avant qu'on se lance dedans, je vais prendre une petite minute pour vraiment remercier tous les scientifiques qui sont venus avant moi, parce que vraiment la science ne se fait pas seule. Alors même que je suis ici à animer ce soir, ça vient sur des dizaines d'années d'études, de sang, de transpiration en forêt, et je vais juste prendre une petite minute pour remercier tout le monde. D'abord, je tiens à remercier Monsieur Philippe Gaucher, qui est ici ce soir en plus. Monsieur Gaucher a contribué beaucoup sur tout ce qui est l'usage des espaces de Androbates, comment ces grenouilles bougent, et aussi sur l'histoire naturelle de cette espèce.
Je tiens aussi à remercier mon collègue et mon cher ami, M. Andrés Pachoukonis, qui est ici ce soir. Lui, il a beaucoup bossé, non seulement aussi sur l'usage de l'espèce de cette espèce, mais aussi des soins parentaux. Et ça, c'est en collaboration avec ma propre maître de thèse, Madame Bibiana Rojas, qui n'est pas ici ce soir, mais elle aussi a bossé sur le comportement des larves, ce qui est très important. On va beaucoup parler de cette histoire. Et finalement, les trois vraiment ont contribué à comprendre l'histoire naturelle, l'écologie et l'utilisation de l'axe vertical, ce qu'on va un peu découvrir un peu plus. Mais bon, pour commencer une bonne histoire, il faut commencer par le début. Alors, les grenouilles. Vous devez peut-être savoir qu'ils pondent leurs couvées d'œufs souvent dans l'eau. Mais les tétrapodes sont un peu différentes. Ils les posent par terre, dans l'espace terrestre. Ce qui est un peu bizarre, parce que dès que ces têtards naissent, ils sont en train d'étouffer. Parce que les têtards ont des bronchies comme des poissons. Et les grenouilles ont poumons. Alors vous voyez déjà, il y a un problème qui se pose. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos pères, fabuleux, pleins de couleurs, pleins de poisons, sont aussi des pères fabuleux. Ils portent leurs têtards sur le dos. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo, j'espère que ça vous... On verra. Oh? Non. Yes. Non. Alors là, vous pouvez voir, ça c'est des têtards en fait qui s'accrochent sur le dos du père. Et le père est là, il va venir sauter dans la scène bientôt. Et ce qu'il fait, c'est qu'il transporte ces têtards sur le dos à travers la jungle. Et là, vous pouvez voir, il y a un petit point d'eau d'un arbre tombé. Et là, il va chercher la petite têtard qui se trouve là dorsalement. Il va chercher, il regarde un peu ce point d'eau. Et il va vite le poser. Et c'est très important pour ce têtard, parce qu'il est, comme je le dis, en train de s'étouffer. Alors la guerre, il cherche, et vraiment c'est un trajet impressionnant qu'il fait. Il peut vraiment voyager des quatre coins de la jungle. Et là, vous allez voir, il rentre dans ce point d'eau qui va servir comme crèche pour le têtard. Et hop, il sort, le têtard n'y est plus. Il a fait son job. Très bien. Alors, Père Clitoris, meilleur père du monde, on va le décortiquer peut-être. Peut-être qu'il est. Mais il faut parler de ce qu'il ne fait pas pendant qu'il est en train de transporter son seul têtard. Pendant que ce père est en train de traverser la forêt avec son têtard sur son dos, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Eh bien, il ne va pas s'accoupler avec d'autres femmes. Et ça, c'est très triste, surtout dans la biologie. Alors du coup, c'est-à-dire que quand il est en train de vraiment prendre soin de ce unique têtard, parfois des jours, toutes les femelles qui sont là, à traîner dans le coin, il ne les regarde pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toutes ces autres têtards en fait. Parce que dans ces couvées d'œufs, il y a 3, 4, parfois 5 têtards. Et s'ils transportent une à la fois, tous les autres sont là, c'est tout par terre. Il n'y a pas seulement ça, mais il y a des effets de prédateurs. Il y a des serpents qui traînent aussi. Aussi, il y a des risques d'infection. Quoi d'autre? Eh bien, ces pères aussi, ils peuvent avoir plusieurs couvées reparties dans la jungle, tous qui ont des stades différents. C'est-à-dire des œufs comme ça, récemment vendus, surtout pendant la saison sèche, ont besoin d'être hydratés. Il faut que le père y vienne et qu'il fait le pied dessus pour que les œufs restent hydratés. Après, il y a des têtards qui sont un peu développés, qui sont en attente. Alors vraiment, il y a beaucoup de coups indirects qui se passent pendant que ce père a investi tant de temps à transporter un seul têtard. Maintenant, on a discuté de ce qu'il ne fait pas, abordons ce qu'il fait. Dire qu'il dépose ses têtards dans une crèche, c'est un peu basique, il faut le dire. Dessinons un portrait d'un jour dans la vie d'un père. D'abord, il y a la pente terrestre. Il peut grimper jusqu'à 20 mètres de haut dans les arbres. Après, d'accord, il redescend. Il va trouver une arbre récemment tombée. Comment ces grenouilles trouvent des arbres récemment tombés? On n'est pas complètement sûr. Est-ce que c'est l'aspect sonore? Est-ce qu'il y a quelque chose de vibration? Aucune idée.
Après, il va aussi les transporter dans les braquets de palmes qui sont comme ça tombés dans la bonne direction, qui sont pleins d'eau, qui vont aussi servir comme crèche. Tous les jours, ce père est en train de faire tout ceci. C'est un job phénoménal, ça prend un temps d'énergie extraordinaire, ce qu'il fait tous les jours. Alors vraiment, on peut se penser que ce sont les meilleurs pères du monde. Et aussi, comme vous devez peut-être le penser, ces pères sont en train de naviguer la jungle. C'est-à-dire, ils ne sont pas en train de sauter comme ça par hasard. C'est complètement inutile de faire ça, c'est pas effectif quand on pense à l'énergie qu'ils dépensent pour s'occuper des enfants. Ceci nous indique qu'il y a peut-être une carte mentale que ces grenouilles ont pour se déplacer dans la jungle. Je veux vous dire que ce grenouille, il fait 5 cm de long. Qu'il a une carte de la jungle, qui peut s'orienter, qui peut revisiter des pentes d'œufs encore et encore. C'est vraiment qu'il a une carte dans sa tête. Il y a un aspect cognitif de ces animaux qui est complètement fascinant, qu'on vient que seulement maintenant de complètement, peut-être petit à petit, à comprendre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprécier de ces pères. Mais je veux retourner pour un moment pour souligner l'aspect qui grimpe. Parce que de grimper quand on est une petite grenouille de 5 cm, ce n'est pas facile. Il faut penser que cette petite grenouille va monter 20 mètres de haut, jusqu'à les cimes des arbres. Moi, quelqu'un d'un mètre 64, c'est équivalent que je crois un tour de 65 mètres de haut. Tout ça en portant mon enfant sur le dos. C'est pas quelque chose de facile. Et ils font ça plusieurs fois. C'est pas quelque chose qu'ils font une fois dans leur vie. Les poissons, ils remontent des rivières, ils le font une fois. Ok. Les grenouilles, ils font ça tous les semaines. Les comportements de ces grenouilles sont fabuleux. Et il faut dire que notre ami le Tinctorius, c'est vraiment, il est un peu spécial. Parce que quand nous regardons l'axe vertical des arbres, et c'est comment beaucoup d'écologistes en comprennent la nature qui peut se distribuer horizontalement. Je vais vous expliquer un peu plus. Alors, pour toutes les dendrobates et toutes les grenouilles qui utilisent et qui transportent leurs enfants, qui utilisent les points d'eau, nous avons par exemple la batte fémorale. Ceci est un dendrobate terrestre. Ça veut dire qu'il ne peut que être par terre. Il ne peut plus utiliser des crèches par terre. D'accord. Alors du coup, il est confiné vraiment à des options terrestres. Ceci se compare à un dendrobate à ventre caché. Ceci est une petite dendrobate qui peut grimper aussi, mais le truc c'est qu'il est confiné à une sélection une gamme très petite de crèches qu'il peut utiliser pour masser cet état. Il ne peut que utiliser des bromeliacées. Alors même si cet état peut monter jusqu'à 20 mètres, s'il n'y a pas de bromeliacées, il n'y a pas de site de crèche pour les enfants. Après, nous avons notre ami guyanais, le conoualou, une espèce arboricole qui va passer toute sa vie dans les cimes des arbres. Il va pondre ses œufs dans les nœuds de creux qui accumulent de l'eau. Après, il y a les têtards qui sortent de l'eau, ils restent là-haut. D'accord. Nous avons ces 3 échelles. Mais après, il faut penser qui peut tout utiliser. Nul autre que notre ami, le Tinctorius. Il arrive à utiliser toutes ces crèches différentes. Et ça, c'est très important pour nous. Quand on pense à la réchauffement climatique, quand on pense à l'habitat qui se dégrade, quand on pense aux pathogènes, vraiment dans cette histoire de parenté, quand nous pensons aux grenouilles et ce qu'ils peuvent faire, ces Tinctorius sont vraiment comparés à personne d'autre. Personne. Grenouille autre. Il y a vraiment pas beaucoup d'autres. Il y a aucune autre espèce qui peut faire ce qu'ils font. Alors vous vous demandez peut-être à quoi ça sert de grimper 20 mètres de haut? C'est un peu loin quand même, s'il y a juste des braquets de palmes par terre. Eh bien, c'est que dans la jungle, comme vous devez le savoir, il y a ces saisons sèches. C'est-à-dire que toutes ces crèches qui sont par terre, dans 24 heures, peuvent s'assécher. C'est-à-dire que tout ce qui est dans les crèches, tous les têtards qu'il y avait, morts. Mais les crèches qu'on trouve dans les arbres sont beaucoup plus profondes, alors du coup, ont beaucoup moins de probabilité de s'assécher. L'autre truc qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup moins de prédateurs. C'est-à-dire, les larves des libellules consomment les têtards Tinctorius,
mais on ne les trouve pas aussi dans les points d'eau qui se trouvent dans les cimes des arbres. Alors vraiment, parfois, ça vaut le coup de grimper jusqu'en haut pour déposer les enfants. Mais, ce soir va être plein de mais. Mais les pères ne font pas toujours ça. Ils ne grimpent pas toujours, chaque jour, 20 mètres de haut. Parfois, ils laissent leurs petits tomber dans une tractée de panne. Et qu'est-ce qui se passe? Parfois des bonnes choses, parfois des mauvaises choses. Mais je veux passer vraiment plutôt approcher la vie dans cette maladie éphémère, parce que c'est non seulement plus simple à expliquer, mais il y a beaucoup d'interactions anthropiques que je veux bien décortiquer avec vous ce soir. Alors, dans cette tractée de panne, nous trouvons des têtards de Tinctorius. Le voici. Les têtards de Tinctorius, ils mangent des larves de moustiques. Très bien. Les têtards de Tinctorius peuvent être mangés par les larves de libellule, comme je vous ai dit dans la vidéo qui est montrée avant. Ces têtards aussi peuvent manger d'autres espèces de têtards. Et parfois, même, il y a d'autres interactions intraspécifiques qui se passent. Alors, tout d'un coup, cette tractée de panne, qui était tellement simple, juste une feuille morte à sécher, en fait, elle est un réseau trophique de multiples couches, parce que nous avons des prédateurs, nous avons des proies, nous avons des interactions écologiques qui se déroulent pour un tétard dans son propre univers. Pour lui, une tractée de panne, c'est son univers entier. Alors du coup, il faut aussi dire que dans cette tractée, ce n'est pas que des larves. Nous trouvons des adultes de plusieurs espèces qui, pendant la saison sèche, viennent pour s'hydrater, parce qu'encore, même que ces grenouilles ne dépendent pas sur l'eau, il faut qu'ils s'hydratent, même s'ils ne se trouvent pas près des rivières et tout ça. Et après aussi, pendant la saison des pluies, ils peuvent aussi utiliser ces tractées de panne pour mettre leurs œufs, pour s'accouler, pour faire vraiment toute leur vie. Alors, ces petits points éphémères, ces crèches sont des lieux de romance, des lieux de naissance, des lieux où toute leur vie peut se dérouler. Alors, nous avons donc parlé un peu des grenouilles, des dendrobates et leur capacité étonnante physique et spatiale. Mais nous avons abordé le fait qu'ils peuvent accéder à des bassins terrestres jusqu'à 20 mètres. Mais il faut s'en souvenir que ces têtards déposés sont après confinés dans ces crèches jusqu'à la métamorphose. Alors le choix du père est très important, parce que les têtards n'ont pas de choix. Après qu'ils sont déposés, ils sont coincés toute leur vie jusqu'à qu'ils ont des pattes et des bras et ils peuvent sauter. Alors, nous nous demandons du coup, est-ce que tous ces milieux sont identiques? Est-ce que toutes les crèches sont pareilles? Dans cet aspect, nous allons regarder la chimie, nous allons regarder le volume de ces bassins et aussi l'aspect compétitif. Mais une chose à la fois, est-ce que ces crèches sont vraiment des petits paradis éphémères ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? D'abord, pensons un peu à la chimie. Quand nous voyons le pH, nous voyons que les têtards sont déposés dans des crèches qui ont une variété entre 3 à 7. Ça, c'est un nombre qui ne veut pas dire grand-chose et nous allons expliquer un peu pourquoi c'est tellement impressionnant. Parce qu'un pH de 3, c'est équivalent à un pH de jus d'orange. C'est assez acide. Comparé à un pH de 7, qui est de l'eau neutre. Et vraiment, je veux souligner qu'un petit vertébré qui peut tolérer un taux tellement grand de pH est très impressionnant, parce que ceci veut dire que ça représente 10 000 ions d'hydrogène comparé à 1. Pour un petit tétard, je veux que vous pensiez peut-être à des poissons quand vous changez de l'eau. Les poissons meurent super vite. Pensez à Nemo. Il est mort, Nemo. Oh non, je ne peux pas le dire, mais c'était pas très grave. Ces petits poissons, vraiment, ils peuvent résister à un taux chimique incroyable. Il n'y a aucun autre vertébré qu'on connaît qui peut tolérer tout ça. Aussi, il faut penser à l'aspect volume. Parce que le volume que nous trouvons dans un point d'arbre,
un arbre vide qui se remplit d'eau n'est pas du tout équivalent à l'eau qui se trouve dans une variété de palme. Il faut le dire. Alors du coup, qu'est-ce qu'on voit? Mais nous voyons des têtards qui se trouvent dans jusqu'à 17 millilitres à 270 litres d'eau. C'est ça la gamme de variétés de crèches qu'on y trouve. Mais souvent les scientifiques vont vous dire 17 millilitres, 270 litres, ça ne veut rien dire pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais 17 millilitres, c'est la moitié d'une canette d'Heineken. Ça, on le sait. Et ils résistent, on les trouve jusqu'à plus qu'une baignoire d'eau. Il faut penser que ces têtards font 0,05 grammes. Ils sont tout petits. Alors pour une canette de bière, jusqu'à plus d'une baignoire d'eau, c'est un univers complètement différent. Il n'y a pas les mêmes espèces, il n'y a pas la même nourriture, il n'y a pas la même compétition. C'est deux univers complètement différents. Alors, il faut se poser la question, ces pères Tinctorius, ils font un effort énorme. Mais tout ça pour déposer leurs enfants dans des points d'eau acides qui font un volume de moins d'une canette de bière. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Nous avons une réponse partielle, et vraiment, c'est que ces Tinctorius sont des super héros. C'est vraiment des têtards qui arrivent à résister tout. Et du coup, les pères, ils deviennent un peu feignants. Un peu. Parce que dans notre première histoire, notre histoire de parenté, c'est facile de dire « Waouh, ces pères sont incroyables ». Mais actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'ils ne sont pas accros au poker, ces pères. Ils disent « D'accord, j'ai plein de poupées, j'ai plein de têtards, je vais en mettre quelques-uns en haut, quelques-uns en bas, quelques-uns où il y a des prédateurs, pas de prédateurs, et on va voir qui gagne. » Ils jouent la loto tous les jours, parce que leurs têtards peuvent faire avec. Alors, est-ce que c'est vraiment des bons pères? À voir, à discuter. Mais maintenant, nous allons nous fixer un peu plus sur la vie des têtards, parce que c'est là où les choses deviennent vraiment plus intéressantes. Ces têtards, on a dit qu'ils font face à une phase chimique et biologique, et physique et physiologique assez impressionnante. Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils font face à la compétition? Eh bien, ce qu'ils font quand ils ont de la compétition, c'est qu'ils s'en occupent. Les têtards Tinctorius sont très agressifs et ils mangent un peu n'importe qui a l'audacité d'être avec eux dans une crèche. Là, on voit un têtard Tinctorius qui est en train de manger un têtard de la lobate fémorale, celui qu'on avait dit pose tous ces têtards par terre. Ces têtards sont vicieux. Et alors, il faut se poser un peu la question, qu'est-ce qui se passe alors quand ces prédateurs sont confrontés à la même espèce? Eh bien, l'agression qu'ils montrent aux autres espèces, ils le montrent aussi contre eux-mêmes. Parce qu'il faut que je vous dise un petit secret. Les têtards Tinctorius sont des cannibales. Ouais, je sais, c'est très triste. Nous allons regarder une vidéo de cette cannibalisme. Parce que vraiment, ils rigolent pas. Hein. Ils ont un corps formé pour faire ça. Ils ont un bec qui est un peu fait comme un bec d'oiseau. Et c'est fait vraiment pour déchirer le tissu. Et ce qui se passe, c'est comme on le voit, et on voit que ces têtards se mangent entre eux. Et ça, il y a beaucoup de questions qui se posent à cause de ça. Pourquoi est-ce que les pères mettraient leurs enfants dans des crèches occupées par des cannibales? Gardez ça un peu dans la tête, parce que ça, on va l'aborder un peu plus tard. Mais je veux juste penser aux enfants, aux chers enfants, pour quelques minutes. Parce que là où il y a des risques, là où il y a des avantages, il y a aussi des risques. Mais quand nous pensons à des enfants qui se tuent entre eux,
Par exemple. C'est pas très normal, faut le dire, parce que quand nous pensons au meurtre, à la guerre, tout ça, surtout dans l'aspect animal, on pense plutôt à la sélection sexuelle. Nous pensons à des mâles qui vont chercher des femelles, qui vont attaquer d'autres mâles. Nous pensons à tout ce qui est territorialité, qu'il faut défendre leur propre territoire, tout ça. Mais un enfant de 2 jours, il n'a pas les hormones qu'on attend pour avoir cette espèce d'agressivité. Alors du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique vraiment que cette maladie éphémère, cette crèche est beaucoup plus comme une arène. Et que vraiment, ils sont faits pour s'annuler l'un entre l'autre parce que vraiment, ce sont des environnements très, très risqués. Mais dans les arènes, pensons aux arènes un peu pour quelques minutes, il y a des règles parfois. Entre les deux Romains, il y a parfois des règles. Alors, on s'est dit, c'est cannibales. Est-ce qu'ils ont des règles? C'est-à-dire, est-ce que les cannibales se soucient-ils de la famille? Est-ce que peut-être, s'ils sont avec leurs frères, est-ce qu'ils vont se comporter différemment s'ils sont avec un tétard, avec ceux qui n'ont aucun lien de parenté? Alors, ce que nous avons fait, c'est qu'on a mis ensemble les tétards qui étaient frères et sœurs, on a mis ensemble des tétards qui étaient demi-frères, demi-sœurs, et après, on a mis ensemble des tétards sans lien de parenté. Bien que je n'ai pas du tout l'intention de vous assommer avec les trafics, je pense que celui-ci est assez clair. Sur la gauche, nous voyons les niveaux d'agression de 2 tétards en paire, et les niveaux d'agression en rose sont l'agression des tétards qui sont plus grands dans un couple. Vous pouvez voir? Il est là. À gauche, nous voyons des paires sans lien de parenté. Si on compare le taux d'agression dans des tétards qui ont sans lien de parenté, comparé à des paires de tétards qui sont reliés entre eux-mêmes, qui sont frères et sœurs, nous voyons que cette agression diminue. Est-ce que ces tétards se reconnaissent l'un et l'autre? Est-ce que les frères reconnaissent leurs propres frères? Et la réponse est oui. C'est-à-dire que ce petit tétard, 0,05 grammes, qui est mis dans cette paradis éphémère, c'est-à-dire une braquette de balle, arrive à voir, à reconnaître et se comporte d'une manière différente quand ils sont avec leurs frères et les sœurs. Comment est-ce qu'ils font ça, ces petits tétards? Comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Comment est-ce que les tétards distinguent leur famille? Il faut penser à leur cervelle, ça fait même pas un nombre, c'est quelque chose de tellement petit. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Ils ont 2 cervelles? Non, mais presque. Non. Il y a quelques tétards d'autres espèces qu'on pense qu'ils utilisent l'odorat, c'est-à-dire ça sent comme leur famille, alors peut-être que je ne vais pas le tuer ce soir. Et après, il y a d'autres tétards d'autres espèces qui utilisent le goût, c'est-à-dire qu'ils les mangent pour quelques secondes, ils le recrachent, ils disent « Ah oui, c'est mon frère, je ne vais pas le manger ce soir ». On n'est pas trop sûr comment les Tinctorius le font. Moi, je pense qu'ils utilisent une combinaison de goût et d'odorat, mais c'est encore à décortiquer. Alors, même que les cannibales sont plus tolérants envers leur fratrie, l'agression envers les autres est vraiment jamais absente. Alors du coup, comme je vous ai posé plus tôt, pourquoi, du coup, est-ce que ces pères mettent leurs enfants dans les crèches où la mort est presque garantie? Et ce que nous voyons, et ce que je pense, à part Lazare, c'est qu'en fait, dans ces crèches, quand nous voyons de grands tétards, qui posent aussi beaucoup de possibilités de meurtre, ces tétards ont aussi eu le temps de grandir. C'est-à-dire que cette crèche était assez stable pour assez de temps que ce petit tétard a pu grandir un peu. Alors pour un père qui joue à Lazare, si on voit il y a un tétard qui est assez développé, il peut se dire ok, peut-être qu'il va se faire bouffer, mais aussi peut-être que non. Alors du coup, il y a ce bassin qui est assez stable, peut-être poser mon petit dent, il a une petite chance. Et alors du coup, c'est vraiment ce jeu d'hasard que les pères jouent. Quand nous pensons plutôt aux cannibales,
faut penser aux bénéfices pour le cannibale. Pourquoi être cannibale? Parce qu'il y a beaucoup de têtards qui sont agressifs, qui s'harcèlent entre eux, qui se mordent, mais ils ne se mangent pas. Alors, comme biologiste, il faut penser, il doit y avoir quelque chose de bien, il doit y avoir quelque chose ici qui se passe. Il y a 3 hypothèses qu'on a pour ce moment. La première, c'est que ça réduit le temps qu'il faut pour atteindre la métamorphose. C'est-à-dire qu'en mangeant un burger ou un tétard, tu réduis le temps que tu vas rester dans cette arène, dans ce paradis éphémère. C'est-à-dire quand tu as cette protéine, peut-être que tu vas atteindre la métamorphose plus vite, et du coup, tu peux partir de cet environnement plus vite. L'autre pensée que nous avons, c'est que c'est simplement pour réduire la compétition. Quand vous êtes dans une demi-planète d'Arménécan, chaque tétard qu'il y a est un compétiteur énorme. Il va manger ta nourriture, il prend ton espace, on les aime pas, on les mange, et voilà, ils sont partis, il n'y a plus à se battre entre nous. La 3e hypothèse, c'est celle dont je suis en train de bosser en ce moment, c'est qu'il y a des effets potentiels pour la coloration juvénile. On va un peu approcher ça un peu plus parce que c'est très intéressant. Parce que les cannibales n'ont pas besoin d'être cannibales. S'ils voulaient juste vivre une vie de paix et être végétariens, ça serait possible. C'est du cannibalisme qu'on appelle facultatif. C'est-à-dire que s'ils voulaient juste manger des algues toute leur vie, ils pourraient atteindre la métamorphose sans problème. Mais, alors, comme je vous ai dit au début, ces grenouilles sont connues pour leurs couleurs vives, leurs couleurs éclatantes, cette signal apostématique, parce que c'est lié à leur production de toxins et de poisons. Comment est-ce qu'ils font ça? C'est de leur régime alimentaire, c'est-à-dire que les adultes, ils mangent des fourmis, ils mangent des termites, et c'est à base de cette régime alimentaire qu'ils font le poison qui, du coup, le signal éclatant, ce jaune, veut indiquer « ne me mange pas, je suis toxique ». Mais les tétards, ils n'ont pas encore mangé de fourmis, ils n'ont pas encore mangé de termites, ils ne sont pas encore toxiques, mais ils sont jeunes quand ils sortent de ces points d'eau. Même s'ils ne sont pas encore toxiques. Alors, peut-être, c'est qu'en mangeant les cannibales, en étant cannibales, en mangeant les congénères, peut-être que leur signal jaune va être plus vif. Même s'ils ne sont pas encore toxiques, ils peuvent le prétendre. Pour les quelques mois, les quelques semaines, pendant qu'ils sont des tout petits grenouilles, juste récemment terrestres, et qui ne peuvent pas encore consommer les fourmis et les termites qu'ils ont pour produire ce poison qui les protège. Alors, c'est à voir. On n'est pas sûr, mais j'espère vous donner les résultats très bientôt. Mais il faut dire que, en terminant notre 2e histoire, cette histoire un peu de parenté qui est devenue plutôt une histoire de pouvoir et la lutte de pouvoir, tout d'un coup, ces lieux où toutes ces autres espèces se rencontrent n'est peut-être pas un paradis. Peut-être c'est plutôt une arène où il y a beaucoup de meurtres et de sang qui coulent. Mais aussi un autre aspect, notre dernière histoire que je veux vous raconter ce soir, l'histoire des pathogènes. Parce qu'il faut dire que dans ces endroits où il y a tellement d'espèces qui se rencontrent, c'est l'espace idéal pour que les pathogènes se dispersent. Parce que tout d'un coup, nous avons beaucoup de types de grenouilles, beaucoup de types d'insectes, beaucoup de types d'autres animaux qui viennent et se rencontrent ici. Du coup, si on est un pathogène, c'est un lieu idéal pour vivre. Alors du coup, ce paradis éphémère va nous servir comme cadre pour notre 3e et dernière histoire. Et c'est une histoire classique pour la lutte de survie. Et c'est une bataille contre ce champignon infectieux qui s'appelle le chytrid. Et nous allons finir ce soir avec ceci. Parce que le chytrid, c'est un champignon. C'est une maladie qui vient d'un champignon infectieux. Et ce champignon a déjà infecté plus de 700 espèces reparties à travers 3 ordres de vertébrés. Et ce champignon est présent sur tous les continents. C'est une maladie émergente
qui, en 2004, affectait déjà 30% des amphibiens dans le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà perdu 120 espèces d'amphibiens à cause de ce champignon, le chytride. Que fait le chytride? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça décompose la kératine. Pour nous, la kératine, c'est-à-dire les cheveux, c'est-à-dire les ongles. Pour les amphibiens, les adultes, c'est-à-dire tout leur corps. Toute leur peau est faite de kératine. C'est-à-dire que ce champignon peut s'attacher partout sur les adultes. En plus des 120 espèces déjà disparues, qui sont déjà parties, c'est fini pour eux. Il y a plus de 400 où les populations sont déjà impactées par ce champignon. Nous pensons que d'où est-ce qu'elle vient? Peut-être d'une mutation, d'une moisissure banale qui est devenue très très pathogène pour les amphibiens. On l'a découvert en 1998 dans l'Australie et les parties de l'Amérique du Sud, et ça a vraiment touché le monde entier. Ce que nous voyons, plus spécifiquement vers les adultes, comme je vous ai dit, ça touche la peau, toutes les parties de kératine. Pour les tétards, c'est la décomposition des parties buccales. Si vous voyez ici, il y a la petite bouche, là, les parties noires. Quand ils sont infectés, ils perdent leur partie qu'ils utilisent pour manger. Alors même si ce champignon ne va pas tuer les tétards, en fait, ils crèvent de faim parfois. Alors du coup, vraiment, ça impacte les amphibiens à tous les stades de vie. Et comme je vous ai dit, mais je veux vraiment souligner, c'est vraiment dispersé à travers le monde entier. En 2010, on a vu dans les Pays-Bas une autre souche qui a émergé, qui impacte plutôt les salamandres. Mais vous pouvez voir toutes ces couleurs de souches, de type de chytride qu'on trouve. Et je veux prendre un petit temps pour zoomer, bien sûr, dans la Guyane. Dans la Guyane, malheureusement, on a aussi ce pathogène. Et c'est en fait ce que nous étudions en ce moment avec notre équipe qui se trouve derrière, là, au fond. Hi. Ça fait depuis 2020 que je travaille dessus. Et nous venons, comme on avait dit, de venir de 2 mois de terrain sur les Noailles, parce qu'on étudie où se trouve cette infection, comment ça impacte les enfants, les adultes, comment ça se trouve dans l'environnement. Et nous voyons, comme on voit à gauche, ça c'est un individu qui est infecté par le chytride. On peut voir qu'il est beaucoup plus mince, il était beaucoup plus léthargique quand on essayait de l'attraper, comparé à l'individu de droite, qui est un individu sain. Pour l'instant, j'ai 2 choses pour vous dire. Premièrement, il y a les chytrides ici et ça arrive et ça augmente tous les jours, toutes les années. Déjà comparé à 2015, quand le dernier suivi publié a été fait, on trouve un taux beaucoup plus haut de chytride dans la région. Mais, deuxièmement, les tinctorius ne sont pas complètement dévastés. C'est-à-dire, on pense dans l'aspect biologique qu'il y a une gamme d'espèces qui vont être plus susceptibles que d'autres. Et il nous apparaît en ce moment que peut-être le tinctorius est un peu plus robuste aux effets de chytride. Ce qui veut dire qu'il y a au moins beaucoup d'espoir, je pense, pour cette espèce. Mais d'un point de vue plus ample, le tinctorius se trouve maintenant au carrefour de nombreuses forces de mal qui menacent son existence. Parce que quand nous pensons au réchauffement climatique, ceci va impacter le système immunitaire des grenouilles, qui du coup après sont plus susceptibles aux pathogènes, comme les chytrides. Quand nous pensons à la déforestation, ce qui se passe, c'est qu'on perd la forêt, on perd l'espace où ces adultes peuvent être, du coup ils sont coincés dans une espace plus petite, alors du coup les individus qui sont infectés vont être plus en rencontre, et ce pathogène peut après se disperser plus vite. De plus, quand nous pensons après à la déforestation, après on prend des individus qui sont dans la région et on les envoie de partout dans le monde parce que les tinctorius sont des animaux qui sont souvent des animaux de compagnie. Mais après, ces animaux de compagnie sont infectés, ces pathogènes se trouvent partout dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, du coup, il y a du chytride qui se trouve partout. Alors, je n'ai pas l'intention quand même de...
soir. Je veux vous laisser un peu quand même sur un ton un peu plus joyeux. Parce qu'il faut dire, comme je vous ai dit, il y a les adultes qui sont plutôt résilients. Ok, voilà, on a... Alors, il y a les adultes qui sont, on pense, plus résilients à cette phase de jeûne, mais aussi, je vous ai dit, ces têtards, nos super-héros, nos têtards qui peuvent vivre à 20 mètres de haut, nos têtards qui peuvent vivre un pH de 3, un cadet acide, de Heineken. Alors du coup, quand nous pensons au futur de nos amphibiens, au futur de nos animaux, cette espèce, si je jouais au hasard, comme les pères, je mettrais un peu d'argent sur le Tinctorius quand même. Et ceci tombe bien, parce que ça vient de devenir une espèce protégée en Guyane. Quoi d'autre? Vous devez penser, qu'est-ce que je peux faire moi? Eh bien, de ne pas enlever les adultes de la nature si vous n'avez pas les permis, si vous n'avez pas les connaissances, est une bonne chose de faire, comme je vous ai dit. Ça impacte comment cette pathogène va être dispersée dans le monde, mais aussi ça enlève les adultes qui ont l'âge de reproduction dans la population. C'est-à-dire qu'on va perdre les adultes qui vont faire après les prochains enfants, et ça peut vraiment affecter la dynamique des espèces dans la jungle. Deuxièmement, explorer. Voyez la Guyane. Hier, on était sur la route de Caux. On a vu 7 différentes espèces de serpents, on a vu plein de grenouilles, ils sont ici, ils sont à 20 minutes, allez-y. Il y a plein de biologistes, je sais qu'il y a des associations comme Terrato qui font des sorties de nuit. Vraiment, connaissez votre pays, c'est un pays magnifique, c'est un pays de merveille, allez le voir. Finalement, pour les gens qui sont déjà des exploreurs, pour les gens qui sortent déjà, lavez votre matériel. Parce que c'est à cause de ça que nous avons perdu plusieurs espèces en Panama. C'est en fait des biologistes qui ne lavent pas leurs affaires, qui étaient les agents des vecteurs de contamination du chytride dans la région. Alors vraiment, si vous sortez, faites attention, lavez vos affaires. Je veux prendre un petit moment quand même de m'asseoir avec vous et de vous remercier d'avoir pris ce temps, d'avoir m'écouté. Je sais que mon français n'est pas du tout parfait, mais j'espère que vous avez au moins appris quelque chose et qu'ensemble on s'est un peu rapproché de la nature et que même pour une minute vous vous êtes sentis un peu plus partie de ce monde naturel que j'espère vous passionne comme ça me passionne moi-même. Et avec ceci, merci pour votre attention et si vous avez des questions, j'aimerais bien discuter. Mesdames et messieurs, les animateurs vont circuler parmi vous. Si vous avez des questions, mademoiselle Flou est là pour ça. N'hésitez pas. Oui. Et après cool. Nous avons une question dans le fond qui se prépare. En attendant que le micro derrière marche, je pose ma première question. Qu'en est-il des Ranitomea, justement, qui ont vraiment qui vivent dans les phytothermes et qui vont même jusqu'à évaluer les mâles, évaluer avant de mettre les têtards, la quantité de têtards qu'il y a déjà, justement, parce qu'ils sont aussi cannibales. Oui. Est-ce qu'on voit ça aussi, enfin, vraiment pas avec les Tinctorius? Est-ce que vous avez un petit peu regardé ça, comparé? Alors l'utilisation des phytothermes ou juste... Non, le fait que dans les phytothermes où ils déposent leurs têtards, je parle des Ranitomea, des petites dendrobates minuscules, qui sont plus petites que nos Tinctorius, vont déposer ces têtards qu'en fonction en fait, du nombre de têtards qu'il y a déjà. Ils sont capables de juger en fait, la quantité de têtards qu'il y a déjà et pour éviter justement cette compétition peut-être
pour avoir le meilleur. Là, non, c'est plutôt pour éviter d'être mangé. Oui, et en fait, justement, alors pour les ranitoméas, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est qu'eux aussi ils pondent des œufs, parfois dans les mêmes crèches où se trouvent les tétards, et après ils peuvent manger les œufs. Alors est-ce que de manger les œufs et de manger entre eux-mêmes, c'est peut-être pas le cannibalisme égal, mais quand même, c'est intéressant que les pères, même s'ils évitent de mettre des tétards avec des tétards, ils n'évitent pas de mettre des pontes d'œufs, des couvées d'œufs dans ces mêmes points d'eau. Ce qu'on voit avec les Tinctorius, c'est que vraiment, ça nous semble assez aléatoire, que parfois vraiment on les voit poser, on a vu comme maximum cette année même, un tétard avec 44 autres tétards Tinctorius. Et parfois on les voit juste une seule dans cette petite crèche. Mais ce que nous voyons aussi, c'est que quand il y a une densité plus grande, 44 par exemple, tous ces tétards sont un peu la même taille. Alors, ce que nous voyons, c'est que peut-être, comme ces tétards font gaffe s'ils sont la fratrie ou pas, ça c'est une partie, mais aussi il y a la différence entre les pères. Alors, si les pères ont une très grande taille, la probabilité qu'ils vont se faire manger est plus haute. Mais s'ils sont tous de la même taille, la probabilité de cannibalisme est beaucoup plus basse. Alors, il y a peut-être ça qui joue aussi. Bonsoir. Moi j'avais une question sur les conditions environnementales des arènes, des paradis sur plein bleu. Est-ce que ces conditions vont jouer sur la proportion de cannibalisme ou de changement de la couleur des juvéniles? Ça c'est une très bonne question. Vraiment, j'ai pas de réponse parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Est-ce que les tétards stressés vont être plus agressifs ou plus cannibales envers eux? Ce que j'ai vu, au moins avec les essais que j'ai faits, c'est que tous les tétards étaient bien nourris. C'est-à-dire, je les nourrissais tous les jours et toujours ils se mangeaient entre eux. Alors, on pense au moins que c'est pas que le stress qui fait d'être cannibale. Vraiment, il y a quelque chose, je ne veux pas dire instinct, mais quelque chose qui joue que vraiment l'agression est quelque chose fondamentalement lié dans cet animal. Après, si ça joue sur la coloration, c'est à voir. Très bonne question quand même. Repose une question. Justement, par rapport à cette couleur aposématique, donc qui avertit l'éventuel prédateur de sa toxicité, le fait que, par exemple, on trouve cette toxicité chez les tétards de certains crapauds, même de la plupart des crapauds, sans qu'il y ait une sorte de couleur aposématique ou pas, et comment ça se fait que chez le dendrobat, c'est seulement lié à leur alimentation et non pas un transfert. Voilà, ça c'est une question un peu bête. Oui, non, c'est une question phénoménale. C'est pourquoi est-ce que les tétards ne sont pas toxiques s'ils sont toxiques dans leur forme adulte? Et vraiment, je crois que la réponse, c'est juste la diversité de biologie. C'est juste que dans notre histoire d'évolution, ces deux espèces ont formé deux mécanismes différents pour devenir toxiques en elles-mêmes. Aussi, c'est très intéressant de voir les Tinctorius, au moins les adultes, quand ils sont sur terrain, ils n'ont pas peur. Ils sont là, ils sont posés comme tu peux les attraper comme des pommes. Parce que ce signal aposématique est dingue. Vraiment, ils n'ont pas peur. Comparé, si nous voyons aussi des tétards Tinctorius, ils sont beaucoup plus feignants que d'autres tétards aussi. Un lobate fémoral, que nous avons vu notre tétard qui le mangeait dans la panne, il bouge beaucoup, il est toujours en train de se cacher. Et le grand Tinctorius, je sais pas, il attend, il mange tout le monde, il fait sa vie. Mais pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que les tétards Tinctorius ne sont pas pleins de toxins? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas empoisonnés? I don't know. It be like that sometimes. Oui, j'avais juste une petite question, moi j'ai raté le début, donc peut-être que tu l'avais expliqué. C'est et comment ça se passe en fait quand les pères viennent chercher leur tétard dans les crèches? Oui. Alors est-ce que c'est le tétard qui vient directement voir son père et se met sur son dos, ou il galère un petit peu à aller le chercher? Alors, juste ça la question. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait les pans d'œufs sont terrestres. Alors les pères viennent chercher leurs enfants par terre
et après les amènent à leur crèche. Alors, c'est vraiment quand ces têtards sont en train de s'étouffer par terre. C'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on décide qui va avoir le premier relais pour enfin atteindre l'eau et pouvoir respirer? Aucune idée. Mais les têtards, j'ai jamais vu vraiment, j'ai vu quelquefois les pères transporter leurs enfants depuis les sites de ponte, mais on ne voit pas d'agression entre ces têtards qui viennent de naître. Mais vraiment, comment est-ce que le père choisit qui va transporter en premier? Je sais pas, peut-être que c'est le hasard, je sais pas. Ce que j'appelais les crèches, pardon, c'était les sites de ponte, c'est ça. Oui. Et donc, s'il y a de l'eau, s'il y a pas mal d'eau, il y a les têtards, ils galèrent pas à les attraper, non? Ou ils viennent directement sur son dos? Non, alors du coup, comme ils sont posés par terre, sur les feuilles, il n'y a pas d'eau. Ah d'accord, ok. C'est vraiment ça qui est dingue, ils naissent et ils sont par terre dans l'air. D'accord. Et c'est des poissons hors de l'eau, c'est incroyable. Alors, excusez-moi, donc les mâles adultes donc, restent à proximité des femelles jusqu'à la ponte. Ils sont présents jusqu'à ce que la femelle ponde au sol pour récupérer les têtards ou ils reviennent par le biais de l'attirance un peu plus tard. Alors du coup, les femelles ne s'occupent pas de leurs enfants, mais pas du tout. Ce qui se passe, c'est que les mâles et les femelles, ils vont s'accoler sur une feuille. Et après, la femelle, elle va pondre ses œufs. Il y a le mâle qui va les fertiliser. Et la femelle, elle se barre. Et après, le mâle, il va continuer à vivre ses vies, avoir ses autres couvées d'œufs. Et après, il retourne à cette couvée pour après transporter ses enfants un par un. Oui. Par rapport au fait est-ce que vous avez fait des études ou est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour montrer si les mâles sont capables de s'occuper d'autres pontes que la ponte de la femelle avec qui ils ont fécondé les œufs? Oui, alors du coup, nous voyons, ces mâles peuvent s'occuper de plusieurs couvées d'œufs qui sont repartis dans la jungle. Et ça, c'est assez impressionnant, comme je vous ai dit au début. Parce qu'on va avoir une couvée d'œufs qui vient d'être pondue. Et cette couvée a besoin de soins parentaux très différents qu'une couvée qui est prête pour être transportée. Alors ces mâles, comme ce qui est tellement impressionnant, c'est que non seulement est-ce qu'il peut diviser des soins différents à différentes couvées qui sont à des stades de développement différents repartis dans la jungle, mais aussi qu'ils se souviennent et qu'ils arrivent à visiter toutes ces couvées d'une manière assez fréquente pour que tous les enfants survivent. Bon, est-ce que tous les enfants survivent? Non. Mais il y avait sans mieux. Moi j'aimerais savoir. Pourquoi la peau des grenouilles, des dendrobates est venimeuse? Ah, pourquoi est-ce que les dendrobates sont venimeux, les adultes? Oui. Eh bien parce que si on a du poison, quand il y a des grandes bêtes comme des serpents ou des oiseaux qui veulent venir les manger, eh bien ils font comme ça. Et après ils meurent. Alors ça va les protéger. C'est pour ça. De rien. J'aimerais savoir quel genre de toxicité révèlent ces dendrobates. Ah, une très très bonne question et celle que j'aurais dû dire mais que j'ai complètement loupée parce que je suis un peu anxieuse. En fait, ces dendrobates, ce qu'on voit dans la famille, c'est que la dendrobate Phyllobates terribilis, le plus toxique de tous les dendrobates qui se trouve en Colombie, une goutte de son poison peut tuer 10 000 souris, soit une cinquantaine d'adultes. Notre Tinctorius, quand même, va pas nous tuer nous, mais ces prédateurs, quand même, sont affectés par leurs toxins. Et moi, quand je les manipule sur terrain, et la première fois que je l'ai fait, j'ai porté des lentilles, et je n'ai pas bien lavé mes mains, et après j'ai mis mes doigts dans mes yeux, et ça a fait mal pendant 2 semaines. Alors il y a quelque chose quand même. Donc c'est uniquement par contact, hein, par la peau. Oui, c'est exactement ça. Alors, ça c'est la différence entre le poison et le venin. Le poison, c'est le venin, c'est injecté, et le poison, c'est toucher, contact, tout ça. Ah, du coup, si vous allez pas, justement, si vous allez voir les grenouilles dans la nature, c'est très très bien. Mais ne les manipulez pas si vous ne savez pas le faire, parce que vraiment, ces dendrobates peuvent être assez féroces.
toutes celles présentes donc sur la Guyane ne sont pas aussi toxiques que celles dont vous venez de parler au niveau de la Colombie. Non, alors c'est vrai. C'est vrai que si vous attrapez une grenouille Tinctorius, vous allez peut-être avoir un peu mal si vous vous touchez les yeux, mais si vous le léchez, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça serait peut-être intéressant. Mais non, ils ne sont pas aussi toxiques que vous allez mourir. Merci. Oui, donc merci pour ce très bel exposé. Et je suis là. Merci. Bon, par moment, je trouve que c'est très anthropomorphisé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir affaire à des humains. Sauf que bon, ce sont quand même des animaux sauvages qui, depuis très très longtemps, sont habitués à vivre ainsi. Donc, est-ce que vous pensez que le mâle est un super père? Est-ce que pour lui grimper à 20 mètres, c'est... je sais pas. Bon, ça c'est juste très personnel comme approche. Par contre, j'aurais voulu savoir une chose. Le champignon en question, qui l'a disséminé sur la planète? Alors, il y a la réponse de qui et après comment. Qui et comment? Oui, alors du coup, c'est comment c'est juste très de les forces de l'évolution, ça se passe de temps en temps. Mais ce que nous pensons, c'est qu'en 1998, qu'il y avait un bateau qui passait de l'Australie, qui était venu dans l'Amérique du Sud, qui a dispersé ce champignon sur... c'est un type de grenouille qui s'appelle Xenopus. Et après, il y a beaucoup de peuples qui ont utilisé cette grenouille, et après, ce champignon est dispersé. Pour l'aspect anthropomorphique, j'avoue, oui, on est ici pour raconter des histoires. Est-ce que les pères sont des super pères? Est-ce que ce sont des vilains? Je ne suis pas ici pour vous le dire. Mais je crois que ce qu'il y a d'important, c'est même en niant cette histoire, il y a l'aspect physique qu'on ne peut pas nier. Quand nous pensons à des forces physiques, quand nous pensons à la force de gravité, quand nous pensons aux muscles que ces animaux ont, c'est toujours des exploits immenses qu'ils font. Et c'est assez... ils ne sont pas adaptés comme des idées. Vous pouvez voir beaucoup de grenouilles qui habitent dans les arbres, dans les cimes des arbres. C'est pas du tout construit comme ça. Alors le fait qu'ils arrivent à atteindre de telles hauteurs et de faire de telles conquêtes dans la jungle reste quelque chose qui m'impressionne personnellement. Je n'ai pas le même point de vue, mais bon, c'est pas grave. Je voudrais revenir aux champignons. Vous ne pensez pas qu'il faudrait justement que vous, scientifiques, disiez au public d'arrêter de manipuler ces animaux-là? Parce que c'est quand même nous, espèces humaines, qui disséminons le champignon, qui, par certains comportements qui sont loin d'être très écologistes, parfois très souvent pour satisfaire des égos très personnels, faisons certaines bêtises. Et je pense que vous, scientifiques, vous avez un devoir de dire, ben justement, ne les manipulez pas. Vous pouvez très bien en forêt parvenir à faire une photo sans avoir à attraper l'animal, à le stresser, etc. Parce qu'en plus de ça, c'est que vous dites que apparemment Dendrobatrex tectorius semble être assez résiliente par rapport à l'infection de champignons. Mais quid des autres espèces de batraciens de Guyane qui elles ne sont pas forcément aussi résilientes et qui pourraient se voir ravagées? Et je vais juste terminer avec une question. Est-ce que, hormis Dendrobatrex tectorius, est-ce que vous avez, vous, scientifiques et vos collègues, constaté ici en Guyane déjà des ravages, des baisses de population, des mortalités de batraciens guyanais par rapport à ce champignon? Vous avez complètement raison. Peut-être que je parle de voir la nature, et vous avez complètement raison, de la manipuler qu'on ne maîtrise pas n'est pas peut-être le meilleur moyen, mais aussi je pense de voir la nature et de comprendre ce qu'on va faire. Ça aussi c'est très important, que de valoriser que les gens peuvent voir ces animaux, pour moi c'est très important. De les manipuler, vous avez complètement raison. Est-ce que les autres populations sont en baisse? Je sais que les Nouacs font des vues assez fréquents, et je sais que moi personnellement, et ce qu'on me raconte, c'est qu'entre 2015 et maintenant, on ne voit pas aussi tant de dendrobates que d'habitude qu'on voyait avant. Alors du coup, les effets, on les ressent déjà.
Et qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il ne faut pas, comme je vous ai dit, laver votre matériel, mais de toujours les voir, pour moi c'est important de voir la nature et d'être dedans. Et en plus de partir avec des biologistes, des associations qui sont un peu faites pour ça, pour mener les gens, pour voir la Guyane, je pense, est important. J'avais une question, moi. Déjà, merci pour la conférence, c'était très intéressant et très pédagogique. J'avais une question sur les phénotypes. J'ai compris qu'il y avait différents phénotypes de différentes couleurs dans la Guyane et autre part. Et j'ai pu comprendre que c'était lié à leur alimentation, une partie. Non, pas forcément du tout. Ceux qu'on voit un peu repartis dans le pays, qui ont des formes, des tailles adultes différentes et des couleurs différentes aussi, je sais en fait qu'il y a des labos qui sont en train d'investiguer ceci, mais ce sont des populations isolées l'un de l'autre qui ont atteint ces formes phénotypiques différentes. Ma question c'était pourquoi c'était si uniforme du coup entre les populations, mais du coup ce serait plutôt lié à la génétique que... Pardon. Ma question c'était pourquoi les phénotypes étaient aussi uniformes entre chaque population, mais du coup ce serait plutôt génétique que... Il y a des barrières écologiques entre chaque population en fait. C'est pour ça que c'est si uniforme les phénotypes. C'est ce qu'on pense. Mais je sais que c'est en train. Il y a des gens qui sont justement en train de regarder ceci. Mais vraiment, ce que nous voyons, c'est que peut-être en fait on pense que les Nouragues peut être un site où il y a plusieurs phénotypes qui se rencontrent, mais d'habitude ils sont assez isolés dans le pays. Mais vraiment, c'est pas ma spécialité. Je veux pas dire trop de bêtises. Alors voilà. Désolée que c'est une réponse insatisfaisante. Pourquoi ils ne prennent pas plusieurs œufs et les mettent tous dans la même crèche? Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas plusieurs œufs et les mettent dans la même crèche? C'est une très bonne question, et une question en fait que j'ai regardée cette année même. Si tu veux devenir biologiste, c'est peut-être que je t'appelle moi. Parce qu'en fait, ce qu'on vient de regarder, c'est on a pris des morceaux de queue, plein de petits pétards, pour voir est-ce qu'ils sont frères et sœurs. Parce que dans la nature, en fait, on n'est pas complètement sûr de la diversité de fratries dans ces crèches différentes. Alors, parfois, est-ce que les pères retournent à les mêmes sites, les mêmes crèches pour mettre leurs pétards? Oui, ça on a déjà vu. Alors je pense que parfois les frères et les sœurs peuvent être ensemble. Et aussi parfois des pétards qui n'ont aucun lien de parenté sont ensemble aussi. Une question sur les chytrides. C'est pas votre question, toujours ici. Sur les chytrides, le fait que ça a apparu assez récemment, mais partout. Et même dans des zones où l'homme n'est pas passé. Donc le fait de dire que c'est l'homme qui l'a apporté, est-ce que c'est vraiment sûr, ou est-ce qu'on a des doutes et on pense qu'il y avait peut-être un pathogène qui est devenu pathogène à cause du changement climatique ou d'autres causes? Alors, où l'homme n'est pas passé, mais si je suis là à échantillonner, je suis passé. Mais aussi, il y a, pour vous dire tout honnêtement, bien sûr que justement ces crèches où il y a plusieurs espèces qui arrivent à ce petit point d'eau, c'est une répartition après entre espèces, on est bien d'accord. Les crapauds peuvent toucher les allobates touchent les Titorus, et c'est tout à fait possible que ceci est en train de se disperser comme mécanisme ici. Et c'est justement ce qu'on a regardé cette année, et j'espère comprendre mieux la dynamique, parce qu'après on peut trouver ce champignon dans l'eau aussi. Alors est-ce qu'il y a des espèces, parce que aussi il faut dire que ce pathogène est un pathogène aquatique. Et qu'on trouve ce pathogène aquatique dans un milieu terrestre, c'est très intéressant. Et de voir comment ça a sauté entre ce milieu aquatique et un milieu terrestre, c'est un lien qu'on n'a pas encore établi. Quelle est la grenouille la plus toxique en Guyane? Ce qu'on sait? Tinctorius? Non.
pour vous dire la vérité. Je ne veux pas dire des bêtises. Le Pictorius n'est pas, dans la famille des Dendrobates, ce n'est pas le pire des pires. Mais le Phyllotis terribilis qu'on trouve en Colombie, on ne la trouve pas ici. Mais désolée. Les coloris ici, les coloris donc sont différentes espèces, donc des coloris spécifiques, et on va avoir une intensité plus ou moins grande suivant leur alimentation, ou alors c'est leur alimentation qui génère des coloris différents de l'une à l'autre. Moi je suis en défense de Pas thèse là. facile. Non, tranquillement. Non, alors ça c'est toutes les espèces Pictorius, ça c'est toute la même espèce. En fait, est-ce qu'elle peut même s'accoupler si on prenait une souche de matouille et on les mettait avec celui de nos vagues, c'est possible qu'ils peuvent faire des enfants. Après, du coup, est-ce que ces enfants, qu'est-ce qui va se passer avec leur aspect dorsal, leur coloration? Je sais, un labo qui est présent ce soir est en train de regarder ça. On travaille dessus. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Je voulais rebondir sur la question de Jean-Marie à propos de l'effondrement de certaines populations de grenouilles. Oui, en Guyane, ça arrive. Hein. On a au moins 2-3 espèces de toutes petites grenouilles assez insignifiantes qui vivent le long des ruisseaux. Et dans un certain nombre d'endroits, elle a complètement disparu. On l'a pas retrouvée. C'est un Dendrobatidé qui a complètement disparu. Alors la cause, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, elle a complètement disparu. Pour le moment. Est-ce que les sentiments existent dans les Dendrobates? Est-ce que les sentiments existent dans les Dendrobates? Ça, c'est une question avec beaucoup de couches. Les sentiments. Je peux vous répondre comme biologiste. Ce qui est les traits d'un individu. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des individus qui vont explorer plus la jungle que d'autres? Oui. Est-ce qu'il y a des individus qui vont grimper plus aux arbres que d'autres? Oui. Est-ce que ça fait des personnalités? C'est un peu à l'échelle individuelle pour dire qu'est-ce qui est une personnalité. Je suis en biologie, c'est un mot qui est assez vexant parfois. Mais après des sentiments, est-ce qu'un père est fier de ses têtards? Je dirais peut-être que non, mais est-ce qu'il sent le mal? Est-ce qu'il a mal quand on lui marche dessus? Oui, je dirais qu'au moins il émet un cri, il fait « Oh !» Alors, au moins, il y a une réponse physique à une stimuli externe. Est-ce que c'est des sentiments? Il faut demander à quelqu'un qui étudie les cervelles, ce qui est pas moi. Vraiment, c'est une très grande question et c'est une question vraiment qu'on est toujours en train de décortiquer en biologie, quand on pense à comment on travaille avec les animaux, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut respecter, mais aussi découvrir. C'est une très bonne question. J'ai une question aussi. Merci pour la question, c'était super intéressant. J'avais une question en fait par rapport plus généralement à la préservation des amphibiens et des grenouilles en Guyane. Par rapport aux mesures de préservation, est-ce qu'on a des points focaux, est-ce qu'on a des menaces en particulier sur lesquelles on se concentre? Vous avez parlé du chytride, mais je sais que par exemple moi j'ai étudié plutôt en Europe, en Espagne notamment les grenouilles, et là-bas c'était plutôt sur la perte d'habitat qu'on s'inquiétait, on s'inquiétait pas tant de ça, du chytride. Mais voilà, on peut aussi parler de pollution, on peut aussi parler de beaucoup d'impacts différents qui sont des menaces. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a une menace principale sur laquelle vous focalisez pour faire des plans de préservation justement des espèces? Oui, alors il faut dire que moi en tant que biologiste, je suis beaucoup plus biologique de comportement et moins d'écologie, mais de ce que je comprends, en fait, ce qu'il y a avec la déforestation, aussi en Guyane, ce qu'on a comme problème, ce sont les orpailleurs. Et les orpailleurs qui vont après enlever de l'habitat, mais aussi il y a toute cette pollution, le mercure notamment, qu'on est justement en train de regarder. Est-ce que le mercure après peut polluer et comment est-ce qu'elle se disperse dans ces habitats? Vraiment, ça c'est une très problématique énorme qui a beaucoup de gens qui bossent dessus et vraiment de décortiquer tout ceci est énorme.
Mais je pense que, alors vraiment, tout ce qui est vraiment sur la déforestation, les orpailleurs et tout ce que l'aspect d'orpaillage emballe, parce qu'il y a des aspects sociaux aussi que je ne peux même pas toucher dessus parce que c'est tellement grand comme thème, sont des forces que les gens sont vraiment en train de réfléchir et faire beaucoup d'actions. Je sais que quand nous pensons à l'habitat et l'écologie, c'est où est-ce que les grenouilles peuvent vivre, est-ce qu'il y a assez d'espace qui peuvent vivre. C'est vraiment sur ça que je pense que beaucoup de gens sont en train de se viser. Oui, pour continuer dans cette réponse-là, il y a des grenouilles qui ne vivent que sur le littoral. Or, le littoral représente 3% de la Guyane. C'est vraiment la peau de chagrin, quoi. Et cette peau de chagrin diminue tout le temps, puisqu'il y a tout le temps de l'anthropisation, tout le temps on va construire, on va faire des routes, et il y a des espèces qui sont vraiment inféodées à cette zone seulement de batraciens. Or, ces batraciens sont sensibles déjà à l'anthropisation et à l'assèchement des zones humides. Donc là, il y a vraiment un vrai problème, et c'est un problème majeur, je dirais, par rapport à ces espèces uniques qui sont sur le littoral, sur les 3% du littoral que la Guyane possède. Et non seulement juste des zones où on peut trouver une espèce seulement, mais même les Clitorius, il faut dire, même que c'est une espèce assez, dans ma perception, robuste, même ils ont des zones où ils se trouvent. Et aussi ces zones sont des zones qu'il faut protéger. Mais aussi pour faire ceci, il faut comprendre l'écologie de l'espèce. Et pour comprendre l'écologie de l'espèce, il faut suivre des espèces pour des années, il faut beaucoup de temps de terrain, il faut des gens qui sont passionnés d'être dans la forêt, il faut beaucoup de travail. Du coup, pour protéger ces espaces, il faut plus de gens qui s'intéressent et je pense oui, la perte d'habitat c'est énorme, ça a un effet très important pour toute la diversité de tous les animaux, c'est pas juste les amphibiens, mais le taux de perte d'amphibiens il est beaucoup plus élevé que d'autres ordres taxonomiques. Ça c'est une réalité aussi. Bonsoir. J'ai une question sur le chytride. Comment vous arrivez à faire le diagnostic d'une grenouille infectée? C'est par l'aspect macroscopique ou vous faites des biopsies pour voir si c'est infecté ou non? Super question. Alors, ce que nous sommes en groupe, ce que nous faisons, c'est en fait, on peut parfois voir les individus qui sont léthargiques et ça se voit parfois physiquement, mais ce qu'on fait, c'est qu'on les échantillonne, on prend en fait des cotons-tiges et on va les soigner, on va passer ce coton-tige sur l'individu et après on va analyser ce coton-tige par un aspect de microbiologique. En utilisant avec des cultures, c'est ça? Oui, on peut faire des cultures ou même on peut faire un qPCR. on peut faire les analyses de ce qui se trouve sur cet échantillon et après voir dans quelle quantité est-ce qu'elle se trouve et est-ce qu'elle... Il y a qPCR. Une toute dernière question, s'il vous plaît, madame. Comment une Finlandaise, c'est bien ça, arrive à étudier des dendrobates en Guyane française, en Amérique du Sud? Qu'est-ce qui a fait que vous, jeune fille, femme, soyez dans ce domaine-là et pas dans un autre? Merci. Je suis en fait franco-américaine. J'ai grandi aux États-Unis, si vous pouvez entendre l'accent. J'ai toujours voulu être en biologie. J'ai eu un stage en Guyana. On travaillait sur d'autres dendrobates, d'autres grenouilles. Et c'est en faisant ceci qu'après je me suis vraiment rentrée dans le monde des grenouilles. Après j'ai travaillé au Panama et j'ai postulé pour une thèse que je n'ai pas eue. Et il y avait quelqu'un qui dit, je crois que je connais quelqu'un qui bosse sur des grenouilles, une Colombienne. Je dis, waouh, Colombie, cool. Ah non, en fait son labo est en Finlande. Ah, ok. Et du coup j'ai déménagé ma vie pour étudier les dendrobates que cette Colombienne avait établi comme laboratoire en Finlande. Et c'est comme ça. Pourquoi la peau des amphibiens est venimeuse? Pourquoi?
Une très très bonne question. Alors, venin et poison, il faut se souvenir, le venin c'est injecté comme les serpents, et le poison c'est plutôt quelque chose de corporel. Mais ce qui se passe, c'est qu'elles émettent, en fait, c'est en fait pas leur peau. Ils émettent une petite liquide blanchâtre quand ils sont stressés ou quand il y a un prédateur qui est prêt. Et c'est comme ça, en fait, tous les acolytes qui font leur poison, c'est là où elles se trouvent. Très très bonne question. Merci. De rien. Mesdames et messieurs, nous tenons à vous remercier pour votre participation de ce soir. Encore un grand merci à Mademoiselle Pouillou pour cette excellente présentation. Aujourd'hui, dans le public, il y a deux de ses assistantes qui sont étudiantes aussi. Il faut savoir que le poste d'assistant-chercheur est une voie en plein essor à l'Université de Guyane, donc n'hésitez pas. Hein. C'est vraiment une carrière qui vaut le coup, qui peut se faire localement. Sinon, vous êtes invités pour notre prochain Café des Sciences qui aura lieu au mois de mai, avec Antoine Gardel qui nous parlera de la dynamique littorale. Vraiment, n'hésitez pas, ça promet d'être très intéressant. Sinon, du 18 au 22 mai, nous avons la fête de la nature. Sur notre newsletter, nous allons partager du coup les événements qui auront lieu à ce moment-là. Pour tous ceux qui sont intéressés, il y a un appel à projet qui est ouvert jusqu'à la fin du mois de mai pour la fête de la science de novembre 2002. N'hésitez pas du coup à poser vos dossiers à contact@ccsti973.fr. Sinon, la canopée des sciences, le café de la gare, nous tenons vraiment à vous remercier pour ce soir. Ça nous avait vraiment plaisir de partager ces instants avec vous. Pour ceux qui sont intéressés par les événements canopés, vous trouverez à la sortie des flyers pour le totem. C'est un nouvel espace qui est ouvert. À partir de 6 ans, ça vaut le coup, avec plein d'animations scientifiques, des petits événements comme les cafés des sciences, quelques quartiers libres, des artistes locaux viennent nous présenter un petit peu leurs prestations, leur métier. Et sinon, encore merci et à la prochaine. Pour tous ceux qui ont des questions, sur notre page Facebook, vous pouvez poser vos questions pour Mademoiselle Pouillou qui répondra dans la dizaine. Donc vraiment, n'hésitez pas. Encore merci à Mademoiselle Pouillou.